Alors, dans mon parcours, la chance et, disons, les opportunités, ils ont toujours un peu joué un rôle assez important par exclusion. Je suis arrivé à géologie. Donc au départ, ce n'était pas spécifiquement la géologie que tu voulais faire. Rien du tout. Les résultats, c'était vraiment très décevant. On n'arrivait à rien à trouver. Et c'est là que je pensais d'abandonner. Alors, chez Shell, j'ai commencé comme un géologue de production. Je passais du temps dans les plateformes pétrolières. Je fais mon training sur l'hélicoptère. Je fais du crash test. Oui. Je passais des nuits au milieu de la tempête. J'ai eu des atterrissages un peu sportifs, Oui. je dirais. Aujourd'hui, on a justement une sorte de controverse qui existe autour des énergies fossiles, donc l'hydrocarbure. Toi qui as eu beaucoup d'expérience dans l'industrie pétrolière et qui aujourd'hui connaît aussi très bien dans l'industrie verte, avec la géothermie notamment, comment est-ce que tu pourrais te positionner par rapport à la consommation qu'on a encore actuellement aujourd'hui des hydrocarbures? Devrait-on arrêter net? Des fois, quand tu restes dans les quatre murs de l'université, des fois, tu vis dans un monde qui n'est pas forcément totalement connecté à la réalité. Penses-tu que sans géologue, la société serait pareille? Pas du tout, c'est sûr. Bonjour, mon nom c'est Andrea Moscariello, je suis géologue et je suis sur WeRock. Salut et bienvenue dans ce format de WeRock. Nous recevons pour vous des spécialistes de notre planète pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vérité sur leur métier. Merci de regarder cette vidéo et merci surtout de nous soutenir en vous abonnant, en likant et en partageant cette vidéo. Cet épisode est disponible aussi en podcast audio sur toutes les plateformes d'écoute. Bonne vidéo. Bonjour Andrea. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Très bien, merci. Je suis très content de te recevoir. Ouais, moi aussi, c'était super d'organiser cette séance avec toi. Pour moi, c'est un honneur de te recevoir parce que tu as un très long et intéressant parcours dont on va en parler. Mais avant de parler de ton parcours, la question traditionnelle dans WeRock, c'est de savoir comment est-ce que tu décides de faire de la géologie. Oui. Donc, Andrea Moscariello, comment on décide de faire de la géologie? Ouais. Alors, dans mon parcours, la chance et, disons, les opportunités, ils ont toujours un peu joué un rôle assez important. À l'époque, à la fin de mes études, en fait, je ne sais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai aussi un parcours de Boy Scout. Je travaillais toujours dans la nature, faire des excursions en montagne, à la mer. Donc, la nature était très importante pour moi. Et donc, je voulais quand même un job qui pourrait m'amener, me rapprocher à la nature. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu toutes les sciences naturelles. Donc, les sciences naturelles, après astronomie aussi. Quand vous êtes Boy Scout, vous regardez toujours les étoiles le soir autour du feu. Donc, c'est quelque chose qui me fascinait énormément. Après, aussi sciences agraires, sciences forestales. Et bien, finalement, en connaissant des gens qui travaillaient sur ce type de boulot, après, je me suis dit non, c'est pas vraiment pour moi. Et en fait, par exclusion, je suis arrivé à la géologie. Et voilà. Donc au départ, ce n'était pas spécifiquement la géologie que tu voulais faire? Rien du tout. Moi, je n'ai jamais collecté des fossiles, jamais collecté des roches. Mais c'était vraiment la curiosité de dire qu'est-ce que c'est ça? Et ça m'amène, géologie, c'est les roches, les montagnes. Allez, ça m'amène dehors du bureau. Et aujourd'hui, tu as fait un parcours incroyable, on va en parler. Comment est-ce que ça commence, l'université? Ça commence à l'université de Turin, avec mon bachelor et master. En fait, à l'époque, il n'y avait pas cette division. Donc, c'était un parcours de 4 ans que j'ai commencé en 1985 et terminé en 1990. Donc, c'était 4 ans et demi avec une thèse de géologie du Quaternaire et dans les Dolomites. Et c'est là qui a commencé. Et tu enchaînes directement avec un doctorat? Non, en fait, non. En fait, c'était, voilà, encore une fois, c'était un peu la question, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est à cette époque, voilà, encore un peu, les opportunités, c'était, bon, il faut que je nomme ma grand-mère, parce que ma grand-mère était à l'hôpital, la pauvre, et à côté de la mère d'un directeur du centre de recherche pour la protection hydrogéologique en Italie. Et donc, elle commence à parler de son neveu. Et c'est là que les connexions sont faites. Donc, après mon travail de diplôme, je suis allé voir ce monsieur. Et c'est là qu'il m'a proposé une bourse au CNR.
Et c'est là que j'ai commencé à faire un travail avec une bourse d'une année, après une autre année. Et donc, je travaillais beaucoup sur tout ce qui est dangers naturels, les cônes alluviaux, les laves torrentielles. Et c'est à la fin de ce parcours que l'opportunité m'est arrivée d'une offre d'un doctorat en Suisse, à Genève. À Genève. Et Voilà. tu travailles pendant 4 ans à Genève, c'est ça? Voilà, je travaille 4 ans à Genève et à la fin de ce parcours de doctorat qui s'est passé très très bien, très intéressant avec quelques obstacles tout au début, peut-être on peut en parler. Justement, il est important aussi pour nous de savoir quelles sont les difficultés. Absolument, oui, j'en parlerai, mais voilà, après ce doctorat, j'arrive à la fin, là aussi, pas du tout des perspectives, et donc j'ai commencé à postuler à droite à gauche. Et bon, là, ça c'est une autre histoire, mais on pourra les voir. Justement, quelles sont les difficultés quand on vient d'Italie, de Turin, de venir en Suisse pour venir faire son doctorat? Comment est-ce que est-ce que c'était facile pour toi de t'intégrer dans les premières années à l'Université de Genève, et surtout dans un canton francophone? Comment est-ce que c'était? Ouais, non, c'est une très bonne question. Alors moi j'ai eu la chance d'étudier français à l'école, donc mon français c'était bon pas parfait, mais je pouvais quand même m'arranger. Et donc la langue c'est pas vraiment un obstacle. Ce qui était plus compliqué, c'était les sujets de thèse que j'avais pas très bien compris. Il s'agissait de faire de la minéralogie, géochimie, mais surtout beaucoup d'analyse potation-argon, d'analyse chronologique, donc des datations numériques absolues sur des argiles lacustres. À l'époque, c'était un gros projet, les fonds nationaux, un PNR, un projet national justement du Fonds national de 21, si je ne me trompe pas, sur le changement climatique. Et donc l'idée, c'était qu'en fait, pendant les périodes froides, il y avait beaucoup de bouleversements astronomiques avec beaucoup de poussière qui venaient du désert. Et donc les lacs suisses, pendant cette période, surtout dans les périodes tardiglaciaires, mais aussi pendant les périodes froides de l'Holocène, ils auraient dû collecter beaucoup de ces poussières éoliennes. Et bien, ces poussières éoliennes, normalement, devraient avoir des âges des roches, des protolithes très très anciennes, quelques milliards, plusieurs milliards d'années. Et donc l'idée, c'était de collecter ces argiles et faire des analyses potation-argon sur ça. Et voilà, à l'époque, c'était du bulk, on travaillait sur de gros quantités de sédiments, on ne pouvait pas isoler les micas. Et à l'époque, les résultats, c'était vraiment très décevant. On n'arrivait à rien à trouver. Et c'est là que je pensais d'abandonner. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que, voilà, encore une fois, la chance. Alors déjà, il y avait, comme d'habitude, il y a des fois des relations qui ne sont pas tout à fait, disons, comment dire, de façon politiquement correcte. Voilà, des relations pas amicales entre professeurs. Donc, un professeur qui a su de cette situation, il m'a offert de changer de superviseur et partir avec lui au Canada. À faire du canoë le long des Mackenzie River pour échantillonner du sable pour une saison, pour 2 mois. Et donc avec les fusils, avec tout ce qu'il fallait pour combattre les ours. Et ça, c'était excitant. Mais après, je me disais, après ça, après, tu vas rester 3 ans et demi dans un laboratoire de géochimie. Alors je dis, non, ça va, c'est pas pour moi. Tu n'as pas voulu faire de laboratoire? Non. En fait, après, j'en ai fait, mais pas que du laboratoire. Et alors, comme je disais tout à l'heure, un peu la chance, c'est donc Rossana Martini, l'ancienne directrice, ancienne collègue à l'époque, eh bien, elle a entendu de ces problématiques, du fait que ma thèse allait aucun part, voilà, pas trop loin. Et c'est à ce moment-là que des forages très importants, des carottages très importants pour la traversée de la Rade ont été exécutés. Et évidemment, il n'y avait pas de connexion avec l'université. Et donc, il y avait tous ces matériels incroyables qui étaient disponibles. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu changé l'objectif de ma thèse. J'ai travaillé sur ces matériels. Et donc, à la fin de ton PhD, qu'est-ce que tu décides de faire? Partir
en industrie ou continuer en académie? Alors justement, donc c'est là qu'à la fin de ma thèse, qui s'avérait une très très belle thèse, qui aujourd'hui encore est mentionnée comme un des travaux plus importants sur la RAD de Genève. Et à ce moment-là, est-ce que l'académie, est-ce que l'industrie, etc. C'est à ce moment que l'industrie pétrolière a embauché. Hein. Et Genève, la Suisse en général, elle a toujours une forte relation avec les boîtes pétrolières, surtout Shell. Et c'est à ce moment-là qu'un ancien manager d'exploration de Shell est venu faire des interviews ici à Genève. Et donc, je fais mon interview et finalement, c'est bien passé. Mais au même moment, juste quelques semaines avant, j'avais postulé pour une bourse au Fonds national pour un postdoc aux États-Unis, à l'US Geological Survey, oui, à Denver. Et au même temps, j'avais aussi postulé pour 2 bourses italiennes du CNR pour aller à Cambridge et à Oxford. Donc tu avais 4 possibilités. J'avais 4 possibilités. Comment est-ce qu'on fait? Exactement. Comment est-ce qu'on fait? Ah ben alors c'est là que jongler les balles dans le ciel, c'est une atout qu'il faut quand même avoir. Ouais. Et donc j'ai eu tous les 4. Non. Oui, j'ai eu tous les 4. Comment est-ce qu'on gère ça? Voilà. Alors ce que j'ai fait, donc finalement j'ai renoncé à Oxford. Et j'ai gardé Cambridge. Je demandais, moi j'avais 2 ans de possibilité de délai. Donc j'ai gardé Cambridge, je n'ai pas dit non. J'ai téléphoné chez Shell, je lui ai dit écoutez, moi j'ai obtenu cette bourse qui est assez compétitive du Fonds national pour aller aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez vous attendre? Et c'est là qu'ils m'ont donné l'accord. Donc je suis parti aux États-Unis. Et après 6 mois, je reçois un appel téléphonique de Shell qui me dit écoute, maintenant c'est bon, soit tu viens, soit tu viens pas. Tu viens pas. Qu'est-ce que tu as fait? Et donc moi je suis allé. Oui, absolument. Combien de temps tu as passé chez eux? Moi je suis passé chez eux presque 10 ans, chez Shell. Quelle est l'expérience en industrie pétrolière? Moi je regrette pas un seul jour. C'était une expérience extraordinaire, très formative, pas seulement du point de vue technique, mais aussi du point de vue humain. Ce qui est très important, je dirais que la partie la plus importante de cette expérience, ce n'est pas rencontrer des gens, mais c'est savoir travailler en équipe. Et ce que l'université normalement ne t'aide pas. Elle ne te forme pas. Oui, on fait des exercices, des examens, mais surtout à niveau de gens, de techniciens, de collègues. Les travail en équipe, c'est fondamental pour la bonne réussite de tous les projets. Et ça, ce qui, quelque part, me manque un peu ici à l'université. On a parlé justement du fait que tu sois géologue, sans spécifier ce que tu fais comme géologie. Oui. Quelle est la géologie que toi tu fais? Alors, aujourd'hui ou dans le passé? Alors, à l'époque, entre l'obtention de ton PhD oui. et Shell. Oui. Alors, écoute, moi, je suis un géologue de formation, je suis un géologue sédimentaire, un géologue du Quaternaire. Donc, je me suis spécialisé aussi pour mon travail des diplômes sur les dépôts glaciaires et fleuves glaciaires lacustres, tout ce qui est associé à donc, les glaciations du Pléistocène. Ma thèse de doctorat au même sujet, donc j'ai eu une forte expérience dans ces domaines. Après, quand je suis parti chez Shell, c'était totalement différent. Donc, j'ai commencé à travailler dans des réservoirs du Mésozoïque, du Paléozoïque, donc du réservoir fluviatile, éolienne. C'est quoi un réservoir? Un réservoir, mais c'est une roche qui a une capacité de garder des fluides. Par exemple, c'est quoi? Ça peut être du grès, ça peut être un carbonate avec une porosité, ça peut être une porosité primaire, une porosité secondaire. Du grès, c'est typiquement une porosité primaire entre les grains. Ça peut être aussi un réservoir fracturé, donc en fait, c'est de l'espace qui peut être rempli par des fluides. Donc ces réservoirs peuvent être très complexes. Et un des gros soucis qu'on a quand on cherche de caractériser ces réservoirs, c'est comprendre l'extension, la continuité latérale, verticale, et donc essayer de
en fait, finalement, notre travail, qui après, bon, on pourra en discuter, c'est plus ou moins le même concept que je fais aujourd'hui pour les réservoirs géothermiques. C'est en fait identifier vraiment quelles sont les caractéristiques physiques de ces roches, de ces réservoirs, pour prédire un peu les potentiels de ressources qui sont contenues. Et chez Shell, tu as travaillé sur des grands projets? Ah ben oui, je peux tout à fait. Alors chez Shell, j'ai commencé comme un géologue de production à Lowestoft, dans le sud de l'Angleterre. Et je passais du temps dans les plateformes pétrolières, je fais mon training sur l'hélicoptère, je fais du crash test, je fais des choses très, très sympas. Incroyable. C'était vraiment incroyable. Et comme je t'ai dit, des expériences humaines et de vie assez extraordinaires. Je passais des nuits au milieu de la tempête. J'ai eu des atterrissages un peu un peu sportifs, je dirais. Oui. Donc c'était des trucs très sympas, surtout dans la mer du Sud, dans la mer la mer du Nord méridionale, voilà. Et après, je suis passé plutôt dans les études, donc en faisant des puits de production, en cherchant les targets, donc l'endroit où forer. Est-ce qu'on peut parler salaire de Shell à cette époque-là? C'est quoi à peu près? Alors, ça, c'était intéressant. Ça, c'est un aspect intéressant. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être embauché comme staff international. À l'époque, les staffs internationaux, ils avaient des avantages qui pouvaient déjà avoir des avantages fiscaux, des avantages aussi des frais. Par exemple, le déménagement était payé, ou il y avait des bonus particuliers. Et bon, mon salaire était basé sur, Seychelles c'est particulier, c'est basé sur ton pays d'origine, ton rôle et l'endroit où tu travailles. Évidemment, si tu travailles en Afrique, en Nigeria, les salaires ont des allowances, comme on dit, plus élevés. Plus élevés. Ouais. Et donc en Italie, les salaires normalement ne sont pas très élevés, mais par rapport à un Italien, moi j'ai gagné 3000 livres par mois, qui n'était pas à l'époque. Je venais sortir d'un doctorat. Comparé au salaire suisse, peut-être c'est pas énorme. Mais pour l'industrie minière, pétrolière, c'est assez correct. C'est assez correct, tout à fait, exactement. Oui, je dirais que les salaires suisses ne sont pas comparables au marché ailleurs. Il ne faut pas le comparer. Non, pas du tout. Et ensuite, après Shell, qu'est-ce que tu as fait? Alors, chez Shell, donc, l'aventure est terminée aussi parce que, effectivement, voilà, comme peut-être tu sais, les conditions salariales, les conditions de travail dans une boîte pétrolière sont fortement dépendantes du prix du pétrole, exact. Du business. Ça fluctue beaucoup. Exactement. Donc, c'était une époque dans laquelle le business ne marchait pas très bien. Il y avait des réorganisations. Tous les 3-4 ans, il y a des réorganisations, donc changement de fonctions, etc. C'est à cette époque-là que moi, je venais de me marier. Et mon épouse, elle est géologue aussi. Oui, elle est aussi géologue. Et encore pire, elle travaille chez Shell. Non. Donc, oui. Mais moi, j'avais déjà 8 ans, 10 ans d'expérience chez Shell. Donc, j'étais considéré un senior. J'avais un salary group relativement élevé. Mais mon épouse, pas du tout. Et donc, finalement, ma période de 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans à La Haye, donc aux Pays-Bas, venait de terminer. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit, écoute, il faut que tu y ailles. Tu pars, soit tu vas en Oman, en Syrie, tu vas à Brunei, mais ton épouse ne peut pas venir avec toi. Parce qu'elle n'a pas assez d'expérience. Ouais. Et donc, ils m'ont proposé de faire 3 semaines dans ces endroits et revenir pour 1 semaine. Et voilà. Après, à ce moment-là, c'est des autres priorités qui viennent en compte. Et ma priorité, c'était la vie en famille, la famille, mon épouse. Et donc, voilà, j'ai quitté Shell. Ah wow, c'est bien. Oui. C'est bien. C'est assez difficile de faire des choix comme ça. C'est difficile parce que quand même, voilà, quand tu es dans un certain endroit, tu travailles 10 ans dans une société, tu commences à connaître un peu comme ça fonctionne. En plus, justement, mon épouse elle travaillait chez Shell aussi, donc elle est restée chez Shell. Mais moi, j'ai eu la chance qu'à cette époque, en fait, les prix du pétrole recommençait un peu à monter. Il y avait pas mal d'activités. Donc, voilà, ils m'ont offert une position de Geoscience Manager dans une boîte de consulting basée à La Haye.
toujours. On peut citer le nom de la boîte ou... Oui, la boîte en fait n'existe plus, s'appelait Horizon EMP, Exploration Production. Et c'est une boîte qui avait 3 bureaux, une à La Haye, l'autre à Aberdeen et l'autre à Kuala Lumpur. Et à cette époque, c'était une boîte qui grandissait énormément. J'ai embauché en fait 2 Genevois, oui. des anciens étudiants qui venaient d'ici. Hein. Donc ils sont partis à La Haye. Et c'était très bien, de beaux projets, un support à l'industrie pétrolière surtout. Et après, à un certain moment, les 3 chefs, ils ont décidé de vendre. Et c'est un grand groupe genevois, d'ailleurs, qui a racheté cette boîte, c'est SGS. Et après, c'est devenu SGS. Et c'est à ce moment-là que les choses sont un peu, sont changées encore une fois. C'est un peu l'industrie. Hein. C'est les prix du pétrole a redescendu, chuté de nouveau. Et donc, les business n'est pas du tout comme ils espéraient les acheteurs. Et c'est là que il y a eu des changements. Et à ce moment-là, j'ai décidé de quitter. Voilà. Chez SGS, tu as travaillé comme Managing Director? Alors, chez SGS, j'étais tout d'abord Geoscience Leader, ou Head of Geoscience. Après, quand SGS a racheté, ils m'ont demandé de prendre en charge tout ce qui est Technical Director et Business Development. Et il y avait combien de personnes sous ta responsabilité? Eh bien, toute la boîte, on était une cinquantaine. À Aberdeen, on était 6-7 personnes, une dizaine dans les moments de forte activité. Et après, Kuala Lumpur, il commençait à s'ouvrir. Et d'ailleurs, on avait aussi une branche à Abuja, au Nigeria. Mm-hmm. Voilà. Mais donc après cette tâche, ils m'ont proposé de devenir managing director de Aberdeen, et donc je me suis transféré à Aberdeen. J'ai vécu à Aberdeen la semaine, j'ai rentré les week-ends à La Haye. Wow. Donc voilà, c'était une période intense, intéressante du point de vue de la maturation des autres expertises que techniques. Hein. Donc gérer le personnel, gérer les business, les clients, les finances. C'était une période intense, mais très formante. Mais est-ce qu'on apprend sur le tas la gestion d'équipe? Parce que toi, ta formation de base, elle est pure géologue. Comment est-ce qu'on arrive à gérer une équipe? Je pense que, alors déjà, ça, c'est partie du caractère. Il faut être de bons écouteurs. Il faut savoir être un peu empathique, hein, essayer de comprendre, aller au-delà de la tâche. Hein. Et c'est ça qui fait la grande différence. Être un bon leader, être un bon manager, c'est respecter les autres déjà. Oui. Savoir un peu faire comprendre à ton employé, à ton collègue finalement, qu'on est dans les mêmes bateaux. Oui. Et ça, c'est très important. C'est très souvent, c'est pas ce qui se passe. Et c'est là que ça commence à générer des tensions, des relations qui ne sont pas positives, quoi. Qui peut arriver à des relations très toxiques. Ouais. À cette époque-là, est-ce que tu peux affirmer que vraiment l'industrie pétrolière t'a appris beaucoup par rapport à l'industrie, par rapport à l'académie? Oui, je dirais que oui, absolument. Comme pour revenir à la question précédente, je dirais que moi, tous les 3 ans, j'ai changé de boss, de manager. Et j'ai eu de très, très mauvais boss, des très bons boss, des très bons chefs, et qui pouvaient être des exemples. Hein. Donc, ce qu'on a pris, surtout dans ces grandes boîtes, c'est leading by example. Okay? Donc, être chef, mais parce que tu donnes les bons exemples. Et bon, finalement, c'est quelque chose que tu apprends. Dans des grosses organisations, tu peux suivre des cours, mais tu as une motivation aussi à être très bien, à faire le bon travail, parce qu'après, bon, tu as quand même des conséquences, parce que l'équipe marche bien, tu as des beaux projets, finalement, tu gagnes du pognon. Hein. Bien sûr. C'est bien ça. Bien sûr. Donc, tu as quelque chose de concret à viser.
Et bon, l'université, c'est pas comme ça, clairement. C'est pas du tout les mêmes objectifs, hein. Donc, on travaille plutôt en individu, on travaille plutôt pour des projets de recherche de grand niveau. Mais voilà, mais c'est pas vraiment l'objectif principal. Et à quel moment tu te dis, il faut que je revienne en académie pour devenir enseignant? Parce que tu es revenu à l'Université de Genève. Tout à fait. Et je ne regrette pas du tout non plus, hein. Je suis très, très content. Alors, encore une fois, c'est un peu l'opportunité, hein. Donc, après SGS, donc voilà, pour les changements dont je parlais tout à l'heure, il y a eu encore une autre phase de ma carrière. Donc, je commençais ma société, hein, de consulting. Donc, je travaille pour Shell, pour le service géologique national hollandais. Et bien, c'est à ce moment-là que je reçois un appel de Daniel Aretsky, oui. un collègue, hein, qui est aujourd'hui à la retraite, qui me connaissait depuis mon doctorat. Pardon. Et donc, voilà, il me dit, écoute, le professeur il va à la retraite, hein, professeur Georges Gorin, que je connaissais, que j'estimais énormément, qui a eu fait un parcours similaire au mien, oui. Lui aussi avec Shell. Et il m'a dit, bah, écoute, on cherche quelqu'un qui puisse reprendre un peu les enseignements et un peu la direction de recherche de Georges Gorin. C'est lui qui va à la retraite, il faut le remplacer. Est-ce que tu es intéressé? Et voilà, c'est comme ça. Tu as été intéressé? J'étais intéressé. En 2011, tu reviens à l'Université de Genève? Exactement, voilà. Parcours commence en 2009, 2010 les auditions, et le 1er mars 2011, je commence à Genève. Comment est-ce qu'on passe ces premières années de retour à la maison, mais en tant que professeur? Mais c'est quand même assez... Ouais, c'est un feeling assez mélangé. C'est beaucoup comment dire, de fierté, d'émotion, de responsabilité aussi. Moi, très souvent, je me suis demandé, mais est-ce que je suis la bonne personne pour ce rôle, hein? Franchement, oui. Parce que, tu sais, moi je n'ai pas du tout un parcours classique. Non. Pas du tout. Donc, si tu regardes mes collègues, les collègues dans l'université, mais n'importe quelle section, quel département, la majorité des collègues universitaires, c'est des gens qui ont fait leur master, doctorat, postdoc, et après toute une carrière université. Moi, je suis assez différent. Et donc, c'est clair que mon parcours, et surtout mon CV, il n'avait pas du tout toutes les publications de haute gamme qu'une personne académique a. Exactement. Et bien évidemment, ils ont apprécié aussi l'expérience et ce que je pu apporter. Donc, j'étais très content de tout ça, évidemment. Alors, Andrea, en off, tu me disais que chez Shell, ils avaient lancé un projet au nord de l'Afrique et ils cherchaient justement des experts en dépôt glaciaire et ils n'en trouvaient pas. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en raconter plus? Ouais, écoute, ça, c'était aussi un moment assez intéressant de ma carrière dans l'industrie pétrolière. Donc, comme je t'avais dit, moi, j'ai fait mon travail de diplôme et ma thèse sur les dépôts glaciaires. Et quand j'ai commencé à travailler sur des dépôts du Carbonifère, du Permien, qui n'a rien à voir avec les glacières, je dis, bon, je peux mettre mes compétences dans un tiroir, je les laisse. Et finalement, voilà, à un certain moment, un des chefs de Shell m'approche, il m'a dit, mais moi j'ai vu que dans ton CV tu as fait du glaciaire, j'ai besoin de toi. Et c'est là que je suis devenu un des experts global, hein, ouais. Si tu veux, de Shell dans le dépôt glaciaire. Ce qui veut dire que le CV, il est important. Le CV est important, tout à fait. Et il ne faut jamais penser que ce que tu fais, ça ne sert à rien. Donc, alors, je dois dire que la sédimentologie glaciaire, c'est particulièrement complexe. Et ça t'amène à comprendre énormément de processus sédimentaires, des complexités, d'hétérogénéité. Tu te poses beaucoup de questions et tu arrives à comprendre en 3D
les évolutions et en 4D plutôt, Ouais. aussi l'élément temps, c'est très important. Donc ça te permet vraiment de développer des concepts qui après tu dois en fait réaliser à l'ordinateur. Ouais. Et c'est là qu'on s'est fortement amusé. Donc on a travaillé en Algérie, en Libye, en Syrie, en Arabie Saoudite, en Oman. Donc tous des anciens dépôts glaciaires du Paléozoïque, de l'Ordovicien jusqu'au Carbonifère. On a travaillé aussi au Brésil. Wow. C'était voilà, vraiment de choses très, très, très chouettes. Voilà. On ne regrette pas de sortir de l'industrie minière, pétrolière, pardon, Oui. tant pour moi. Parce qu'aujourd'hui, on en parlait, tu es à l'Université de Genève en tant que professeur, full professeur. Oui. Comment est-ce que tu arrives à passer 15 ans à l'Université de Genève? Oui. Comment? Il y a deux aspects qui sont extraordinaires de l'université, je ne regrette pas du tout. Je dirais que la première chose, c'est l'enseignement, c'est la relation avec les étudiants. Moi j'ai presque 60 ans, j'ai un parcours, comme tu as entendu, assez varié, j'ai appris beaucoup. Et donc, je trouve que c'est le moment de partager, d'échanger et de transférer mes connaissances, ce que j'ai appris à les jeunes générations. Et après, évidemment, c'est mettre à disposition mes connaissances pour des projets de recherche, pour le développement des autres sujets, notamment la géothermie. Justement, on va en parler, la géothermie. Oui. C'est quoi la géothermie? La géothermie, la géothermie, c'est une façon d'extraire cette énergie que notre planète nous offre gratuitement, c'est la chaleur, et l'exploiter de la façon la plus intelligente possible. La géothermie, c'est une des sources d'énergie extrêmement versatile. On peut générer de l'électricité, on peut générer de la chaleur, on peut voilà, faire beaucoup de choses. Et donc, Genève, elle est très, très bien placée pour ça, grâce à la collaboration qu'on a avec les services industriels de Genève. Est-ce que tu as beaucoup travaillé sur la géothermie, toi, avec le canton? Alors, écoute, j'ai commencé en 2014. Et encore là, on parlait de chances et d'opportunités. C'est à ce moment-là, 3 ans après que j'arrive, 2 ans et demi, 3 ans, que le service industriel de Genève avec les cantons, ils décident de commencer ce projet qui s'appelle la géothermie vente-vente. Et c'est là que j'ai repris des anciennes connexions que je connaissais, notamment des responsables du canton à l'époque, qui aujourd'hui sont au SIG. Et c'est avec eux qu'on a commencé à établir une collaboration avec l'université et ces deux institutions, donc le canton et SIG. Et c'est à ce moment-là qu'on a développé des projets de recherche. Et depuis 2014, effectivement, les SIG n'ont jamais arrêté de nous supporter plusieurs thèses de doctorat, des projets de master. Et moi, je suis très, très reconnaissante. Et c'est ça qui m'a évidemment très approché à cette géothermie. C'est en fait mon expérience de géologue pétrolier. Qu'est-ce que nous, on a appris dans l'industrie pétrolière, comment on peut transférer ces connaissances à la géothermie. Et, voilà. Est-ce que tu as senti, est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais depuis très longtemps, la géothermie? Parce que c'est, entre guillemets, une énergie verte, on va dire, par rapport aux hydrocarbures. Est-ce que tu as senti une différence quand toi, tu travailles sur la géothermie? Alors, évidemment, la ressource que tu produis, c'est différente. Comme tu dis, c'est une ressource renouvelable, c'est une ressource verte à un très bas impact carbone. Mais en fait, les enjeux, les questions que tu te poses quand tu explores le sous-sol, on parlait des réservoirs tout à l'heure, eh bien, c'est les mêmes questions. On se pose les mêmes questions. Où est-ce qu'on retrouve les réservoirs? Est-ce que c'est un réservoir performant? Est-ce que j'arrive à sortir la ressource, que ça peut être de la vapeur, ça peut être de l'eau chaude? Est-ce que j'arrive à comprendre où cette ressource est localisée? Et c'est exactement les mêmes questions qu'on se pose dans le pétrole.
Et c'est ça qui m'a, si tu veux, c'était dans mon comfort zone, hein, dans ma zone de confort, de travailler sur ces sujets, même si de géothermie, je ne connaissais pas grand-chose. Bon, évidemment, tous les géologues, ils savent qu'il y a de la chaleur dans le sous-sol. Et plus tu vas en profondeur, plus la chaleur augmente. Le gradient géothermique. Le gradient géothermique, exactement. Donc, ça, c'est une connaissance relativement voilà, de base. Mais tous les enjeux associés à la géothermie, par exemple, je peux faire un petit exemple. Au pétrole, on a des pièges, on a des localisations bien définies. Tandis que dans la géothermie, on parle de bassins versants souterrains, mais des centaines, voire des milliers de kilomètres carrés. Et donc, il faut comprendre la zone de recharge, il faut comprendre les eaux souterraines, d'où ils vont, comment ils se réchauffent, où est-ce qu'elles vont. Et le chimisme de ces eaux, c'est très important pour la production, pour prévoir quels sont les enjeux associés à la production. Donc, il y a des aspects que moi, je ne connaissais pas et j'ai appris. Et c'est ça aussi les secrets d'être content dans ton profession. S'il n'y a pas un élément d'apprentissage, de découverte, c'est clair que le travail devient monotone. Et c'est ça une des aspects les plus belles, le plus beau, pardon, de la profession d'un professeur universitaire, d'un chercheur universitaire. C'est la capacité, la possibilité de découvrir, d'explorer de nouvelles pans. Et comment est-ce qu'on se positionne par rapport au service industriel en étant chercheur? Comment est-ce que toi, tu collabores avec eux? Alors, il y a, à travers les années, il y a eu cette relation se consolider. Il y a une relation de confiance. Donc, les services industriels de Genève et les cantons reconnaissent la valeur rajoutée que l'université peut amener. Oui. Pour deux aspects. L'aspect donc de recherche pour traiter des sujets qui ne sont pas short terme, donc ne sont pas prioritaires sur le court terme. Pour ça, il y a des consultants, il y a des boîtes de services, mais ils ont plus long terme pour développer des idées, explorer des options. Ça, l'université est bien placée pour ça. Et l'autre aspect, pour lequel les SIG et les cantons sont très intéressés, c'est former les jeunes générations. Les jeunes étudiants. Exactement. Ouais. Voilà. Est-ce que beaucoup d'étudiants aujourd'hui s'intéressent à la géothermie? Il y en a, de plus en plus. Oui. Je dirais qu'à partir de 2014, on a commencé avec 2 thèses. Moi, je pense que j'ai eu au moins 6 thèses de doctorat sur ce sujet. Et après, on a eu pas mal, une dizaine d'étudiants de master. Et tous les années, on en a de plus en plus. On a plus ou moins 2 ou 3 par année. Et ce qu'on observe aussi, on commence à avoir une certaine réputation à niveau européen. Oui. Et notre groupe de recherche est très recherché par les étudiants français, par exemple, ou italiens, allemands aussi, qui veulent venir ici pour faire une stage de 2 ou 3 mois dans notre groupe. Est-ce que justement, les gens qui nous écoutent, qui sont des étudiants, qui souhaiteraient venir à l'Université de Genève, se former dans votre groupe, pourraient venir? Tout le monde, évidemment, est bienvenu. C'est une question de est-ce qu'on a la place pour tout accueillir. Il y a les aspects financiers sont aussi importants. Très souvent, ces étudiants, ils viennent avec leurs finances. On ne peut malheureusement pas octroyer un salaire pour ces stagiaires, mais on peut certainement aider pour certaines parties financières comme les déplacements, etc. Mais tout le monde est très bienvenu. Et quand on va faire de la géothermie, notamment profonde, parce qu'il y a plusieurs types de géothermie, d'abord, en premier lieu, est-ce que tu peux nous parler des différents types de géothermie qui existent? Oui. Et après, on parlera de celles que les services industriels cherchent le plus ici, oui, dans le canton de Genève. Tout à fait. Donc, quel type de géothermie existe, Andrea? Voilà. Alors, écoute, fondamentalement, il y a 3 types de géothermie. On commence de la plus profonde, c'est une géothermie qui va chercher des températures très élevées, au-delà de 140 degrés.
Et celui-là, c'est possible dans certaines régions très, très, très euh, favorables comme l'Islande, la Turquie, les Philippines, on peut aller à des profondeurs très faibles. Et parce qu'on a des gradients de température très élevés, comme des régions volcaniques. En Italie, c'est l'Arderello, la Toscane, par exemple. Donc les puits en Toscane sont un peu plus profondes, mais voilà, si je reparle de l'Islande, de la Turquie, à peut-être 450 mètres, 600 mètres de profondeur, on peut arriver déjà à des températures très élevées. Avec ces températures très élevées, on peut générer de la vapeur, et cette vapeur peut faire fonctionner des turbines et donc générer de l'électricité. Donc ça, c'est la géothermie à ce qu'on appelle la grande à haute enthalpie. Voilà. Après, il y a la géothermie à moyenne enthalpie, que c'est plutôt ce qu'on appelle aussi hydrothermale. Et donc, on cherche de l'eau chaude. De l'eau chaude entre 60 et 80 degrés, 90 degrés, et avec des débits importants qui puissent être circulés dans des réseaux de chaleur et donc chauffer des maisons, de serres, de bureaux, des usines, etc. Donc ça, c'est ce que, en fait, ça peut être la géothermie qui est effectivement SIG est en train de chercher aujourd'hui. C'est la géothermie qui a été qui a eu beaucoup de succès à Paris, par exemple, à Munich, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. Donc ça, c'est la deuxième type de géothermie. Le troisième type de géothermie, c'est celui qui est le beaucoup plus répandu, celui qui aussi entame beaucoup moins de budget. C'est la géothermie à basse enthalpie, mais très basse enthalpie. Donc, c'est ce qu'on appelle la géothermie des sondes, des sondes ou des puits à cycle ouvert. Et donc, voilà, c'est des sondes des puits à circuit fermé qui utilisent donc la circulation de l'eau qui après il vient réchauffer avec des pompes de chaleur. Ça, c'est ce qu'on appelle la géothermie à basse température et ce que la Suisse est championne mondiale dans cette utilisation. Imagine qu'il y a 35, il y a une pompe de chaleur tous les 35 habitants en Suisse. C'est impressionnant. Donc, c'est impressionnant. Ouais. Donc la Suisse pousse vraiment au niveau énergie verte et surtout géothermie. Oui, absolument. Ma question pour toi, en ce qui concerne la géologie à grande enthalpie, à haute enthalpie, est-ce qu'on peut considérer par exemple un contexte où on a un craton, dans un craton ouest africain ou dans d'autres pays où on n'a pas le même contexte géologique comme à Genève ici, faire de la géothermie à haute enthalpie pour produire de l'électricité? Ouais. Est-ce que cela est possible? Écoute, est possible dans le sens que autour de 4,5 5 km, les températures dans des gradients normaux, dans des cratons, c'est autour de 140 degrés. 150. Donc, il faut penser à 28-30 degrés par kilomètre. D'accord. Donc, dans des régions qui ne sont pas énormément chaudes, comme par exemple le bassin sédimentaire, le bassin de Genève, pas du tout une région spécialement propice pour la géothermie, comme l'Islande, la Toscane, etc. Donc, la géothermie profonde est possible, sauf qu'effectivement, il faut aller chercher ces chaleurs plus en profondeur. Et donc, c'est clair que ça entame des coûts plus importants, des défis technologiques plus importants. Et donc, c'est clair qu'il est moins attractif du point de vue énergétique que, par exemple, des panneaux solaires ou de l'éolienne qui s'installent. C'est du plug-in et c'est plus facile, c'est plus simple. Ouais. C'est pour ça qu'en Afrique, par exemple, cette géothermie à haute enthalpie est extrêmement diffusée au Kenya, par exemple. Là où il y a donc la Rift Valley, et là, on peut creuser des puits à de 1000-1500 mètres et trouver des chaleurs très, très élevées. Alors, Andrea, aujourd'hui, on a justement une sorte de controverse qui existe autour des énergies fossiles, donc l'hydrocarbure. Toi qui as eu beaucoup d'expérience dans l'industrie pétrolière et qui aujourd'hui connaît aussi très bien dans l'industrie verte, avec la géothermie notamment. Alors, comment est-ce que tu pourrais te positionner par rapport à justement à la consommation qu'on a encore actuellement aujourd'hui des hydrocarbures? Devrait-on arrêter net? Devrait-il être progressif?
Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Très, très bonne question. C'est une question qu'on se posait depuis plusieurs années. Et si on regarde la consommation mondiale aujourd'hui encore de pétrole et gaz et charbon, eh bien, 80% de la consommation énergétique vient d'énergie fossile. Donc on a une forte dépendance aujourd'hui. Évidemment, si on prend la Suisse comme pays, ce n'est pas du tout le cas. On est dépendant de pétrole et de gaz pour les 40%. Donc on est encore quand même un parti dépendant. Mais finalement, on consomme encore 102 millions de barils par jour de pétrole et autour de 4100 milliards de mètres cubes de gaz par année. Tout c'est des quantités énormes que, évidemment, il faut essayer de remplacer le plus possible. Mon opinion à ce sujet, c'est qu'il faut faire justement un effort important à remplacer où c'est possible ces types d'énergie fossile. Et on voit que remplacer ces énergies fossiles et remplacer cette dépendance géopolitique de ces ressources, c'est très important. Et on le voit avec les événements de ces jours, dans les détroits d'Ormuz. Voilà. Donc, tout ça, évidemment, c'est un enjeu important. L'indépendance énergétique, c'est important. Et une des façons pour régler ces problèmes, c'est identifier quelles sont les ressources énergétiques locales, donc à kilomètre zéro. Et bien voilà, on vient de parler de géothermie, ça c'est une source locale, les solaires, l'éolienne évidemment, la biomasse. Donc il y a certainement une forte importance, je veux dire une forte dépendance. Qui doit être mis comme priorité pour la stratégie énergétique de chaque pays. Je pourrais dire aussi que je pense que c'est très important qu'on puisse développer la géothermie pour tout ce qui est chaleur. Si on regarde la consommation globale d'énergie, presque les 50% de l'énergie globale est utilisée pour créer de la chaleur. Autour de 25% pour les transports et l'autre 25% pour l'industrie. Donc si on commence à remplacer ces 50% d'énergie, de demande énergétique par la géothermie, comme les pompes de chaleur ou la géothermie peu profonde, c'est clair que là, on va réduire fortement la dépendance des énergies fossiles. Merci pour cette réponse honnête. Et on va encore parler d'un des projets marquants sur lequel tu travailles actuellement. Oui. Le CERN. Tout à fait. Donc, actuellement, il y a le projet de la construction d'un tunnel de 97 km oui. Qui va être creusé entre la France et Genève. Oui. Donc, c'est le Future Cycle Collider. Et tu travailles sur ce projet. Oui. Tu interviens en tant que chercheur géologue. Tout à fait. Tout à fait. Quel est ton input dans ce projet? Oui. Alors, il faut peut-être dire que le projet, c'est dans une phase très, très préliminaire, n'a pas encore été décidé. Donc, c'est les États membres du CERN qui décideront en 2029 si ce projet va être fait ou pas, du point de vue financier. Évidemment, aujourd'hui, on est dans une phase de consultation du public, aussi pour écouter tous les concerns, tous les problèmes qui pourraient être soulevés par cet énorme projet. En tant qu'Université de Genève, nous, on a été reconnus comme les knowledge holders, on dit en anglais, donc ceux qui connaissent la géologie du bassin. Les CERN, comme tu le sais, ce n'est pas une structure dans laquelle il y a des géoscientifiques, donc il y a plutôt des ingénieurs, des physiciens. Mais donc, ils ont reconnu effectivement que du point de vue académique, c'est important reconnaître les incertitudes, la manque de connaissances, les knowledge gap, comme on dit en anglais. Et c'est dans notre rôle, c'est un peu guider les CERN sur les zones qu'il faut bien investiguer. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait à partir de 2022
On a collaboré avec les CERN pour mettre en place cette campagne d'investigation sur les zones plutôt critiques. Et on a identifié avec eux donc les types d'investigations à faire. Après, toutes ces analyses ont été faites par des compagnies sérieuses d'ingénierie, des contracteurs qui ont en fait récolté toutes les données. Et là, on est en train de les examiner, c'est comprendre un peu les sous-sols. Penses-tu que sans géologue, la société serait pareille? Pas du tout, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais écoute, notre planète est faite de roches, de sous-sols, de montagnes, de nature. Donc la partie physique qui appartiennent à tout ce qui est solide des roches, mais aussi les fluides qui sont contenus dans les roches. Dans cette grande famille de géologues, je mets aussi les hydrogéologues, donc Bien tout sûr, ce qui est lié aussi aux fluides, les géochimistes. Après, évidemment, nous, on travaille énormément à côté des biologues, donc la partie vivante de notre planète. Mais si tu veux, nous, êtres humains, on est un petit élément dans un monde fantastique, unique, et c'est clair que qui peut vraiment donner les informations à la société et donner aussi des avis à certains décideurs politiques, c'est les géologues, c'est scientifiques de notre planète. Voilà. On peut affirmer donc que le géologue est un des piliers de la société. Ah, certainement. Mais de plus en plus. De plus en plus, où par exemple, l'énergie devient un enjeu énorme. Quand on parle d'énergie, même quand on peut parler d'énergie nucléaire, il y a tous les sujets, par exemple, de le stockage de déchets. Exact. Là, on a aussi un petit projet avec la NAGRA, qui est l'Institut suisse pour l'étude de stockage, et trouver des solutions pour le stockage de déchets nucléaires, et comprendre l'hétérogénéité des roches, leur perméabilité, donc la façon dans laquelle les fluides peuvent passer à travers ces types de roches. Dans ce cas-là, c'est la molasse, donc des roches clastiques des anciens dépôts fluviales. Et bien, tout ça, c'est très, très pertinent. Donc, voilà. Les ressources en eau, par exemple. Les ressources en eau, l'eau, si vous regardez une bouteille d'eau minérale, coûte plus cher qu'un baril de pétrole. Presque, un litre de pétrole, certainement. Pas un baril, mais un litre de pétrole. Et bien, c'est vraiment un enjeu très important pour notre planète et la vie sur Terre. Plus que jamais, on a besoin de géologues, moi, je dirais. Ah oui, oui. Absolument. Là, beaucoup plus, vu que les ressources... Alors, parlons encore de la transition énergétique, tout ce qui est les minéraux critiques, hein, donc tout ce qui est la formation. Oui, il faut les trouver dans des endroits qui sont accessibles, il faut les trouver, développer avec les ingénieurs des méthodes d'excavation, extraction et transformation qui soient les plus efficaces possibles. Donc les géologues, ils ont un rôle déterminant dans tout ça. Quelle est ta plus grande fierté de toute cette carrière que tu as eue? Ou que tu as, parce qu'elle continue. Elle continue, pour quelques années encore. Écoute, moi, je suis très, très content de ce que j'ai fait, du parcours. J'ai découvert énormément, je continue à apprendre. J'ai de très bons collègues et les retours que j'ai sont très, très positifs. J'ai des bonnes intuitions et qui me donnent beaucoup de satisfaction. Et parce qu'après, finalement, quelques années après, elles sont prouvées. Donc ça, c'est drôle. Et si tu veux, dans les dernières années, à partir de 15 ans, il y a 15 ans, quand j'ai commencé cette carrière à l'université, une des plus grandes satisfactions, c'est de voir que tes étudiants trouvent un boulot, trouvent un chemin. Et ça, je pense que c'est une des plus belles satisfactions que tu peux avoir comme professeur. Andrea, entre l'industrie pétrolière et l'académie, est-ce que tu pourrais choisir? C'est une question compliquée. Très compliquée. Très compliquée.
est-ce que la réponse non est possible? Je ne peux pas choisir. Non, je dois choisir. Elle est possible. Non, écoute, moi, alors si je peux donner un conseil, ou bien dire, pour chaque phase de ta vie, il y a la bonne carrière. C'est comme l'énergie. Pour chaque source d'énergie, il y a la bonne utilisation. Je dirais que moi, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce que j'ai fait dans l'industrie. Je pense qu'il m'a formé de façon très importante. Il m'a permis de voir mon rôle de géologue, mais aussi le rôle dans la société, et surtout développer les relations avec les publics, les relations avec l'industrie, les relations aussi avec mes collègues, donc les relations humaines, de façon beaucoup plus développée qu'en restant, par exemple, dans l'académie tout de suite. Donc, c'est une expérience d'ouverture très importante. Et, j'étais quand même toujours très curieux et très, très demandeur à moi-même de comprendre les choses. Et c'est là que ça clashait un peu dans l'industrie. Parce que des fois, tu n'as pas le temps de réfléchir. C'est ça. Tu as besoin d'être rapide, smart, et répondre à des questions tout de suite et donner la bonne réponse. Il ne faut pas traîner. Et voilà, avec des apprentissages des fois douloureux, mais des fois très, très satisfaisantes, j'ai réussi très bien. Et c'est à ce moment-là, donc c'est dans cette deuxième phase de ma carrière, donc je suis très content d'avoir le temps de pouvoir faire ce que j'aurais aimé faire avant. Mais voilà, maintenant je peux le faire avec un statut légal, tu veux dire professionnel, oui. et officiel, voilà, plutôt. Oui. C'est officiel, c'est là, les bons mots. Voilà. Et si c'était à refaire toute cette carrière? Oui, je referais la même. Tu referais la même? Absolument. Ouais. Sans hésiter? Non, sans hésiter. Non. Et d'ailleurs, c'est ça que je recommande à tout le monde. Moi, je pense que... Et d'ailleurs, tous les professeurs que j'ai eu dans mon carrière, tous les professeurs à l'université de Turin et aussi ici en Suisse, quand j'ai fait mon doctorat, tous les professeurs que j'estimais les plus, je respectais les plus, c'était des gens qui avaient vécu dehors. Aussi vu les mondes réels. Des fois, quand tu restes dans les quatre murs de l'université, des fois, tu vis dans un monde qui n'est pas forcément totalement connecté à la réalité. Et c'est ça. C'est un chemin difficile. Hein. C'est très difficile. Mais bon, moi je me dis, si moi je le fais, tout le monde peut le faire. Et si tu veux t'adresser aujourd'hui à des curieux, donc des élèves qui sont actuellement en maturité, qui souhaitent faire l'université, qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme conseil? Commencer l'université. Donc, commencer un projet en géologie. Eh bien, écoute, pour des gens qui sortent du collège, c'est ça. Hein, ouais, donc, qui veulent commencer l'université. Et hésitent de faire la géologie ou pas. Oui, écoute, alors la géologie, c'est une opportunité incroyable. Ça te donne une ouverture dans les connaissances. Évidemment, il faut bien aimer les sciences, il faut bien aimer la nature, il faut bien aimer faire des promenades aussi sous la pluie. Mais ça donne une compréhension de notre planète qui n'a pas d'égal. Et avec des enjeux, comme on vient d'évoquer, donc les enjeux énergétiques, la sociétaire, les catastrophes naturelles, on n'a pas discuté de ça, mais évidemment tout ce qui est enjeu naturel, donc tous les changements climatiques qui peuvent entraîner des grosses modifications de notre planète, tout ça c'est des sujets extrêmement passionnants, mais extrêmement actuels. Et on a besoin de ce type de compétences pour faire face à les années futures. Tu penses que la géologie a encore de l'avenir, j'imagine? Absolument, absolument. Ah oui, c'est clair. Il y a beaucoup de choses à faire. On a besoin de géologues. Il y a tellement des aspects qui doivent être encore résolus sur la compréhension de la fonctionnement de notre planète et surtout qu'est-ce que sont les conséquences de notre comportement comme société sur le climat, sur la modification du paysage.
Ça, c'est très important. Et surtout, voilà, avoir des gens, des voix qui comprennent la complexité de la fonctionnement de notre planète et défendre notre planète. C'est les géologues qui, dans les commissions parlementaires, ou plutôt même à niveau de la commune, je veux dire, c'est ces compétences qui peuvent dire oui ou non aux conseillers de la meilleure façon de faire des œuvres, par exemple, des infrastructures qui peuvent vraiment faire la différence. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à un jeune, un de tes étudiants, on va dire, qui est en train de sortir de son master, qui a peut-être à quelques mois de sortir, qui ne sait pas quoi faire? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, c'est une très, très bonne question. Moi, j'ai un peu appris de mon expérience. Et donc aussi, en réfléchissant sur mon passé, et évidemment, les compétences sont très importantes. Avoir des bonnes compétences, faire de bonnes études, être compétent dans ce que tu sais et ce que tu as fait. Ça ne veut pas dire tout savoir, mais au moins être solide dans tes compétences de géologue. Après, évidemment, il faut avoir aussi un peu d'ambition. Il faut avoir l'envie de faire, d'avoir du succès, de faire quelque chose. Donc, vraiment avoir une énergie interne qui peut te permettre de pousser. Et un troisième élément qui est très important, que si je ne l'avais pas, et je les vois de plus en plus tu es âgé, plus tu arrives à les développer, c'est les réseaux. Donc les réseaux, c'est très important. Et ça manque un peu. Moi, je vois très, très positivement tout ce qui est association d'étudiants. Moi, des initiatives comme We Rock qui permet à vraiment à développer un réseau, à connaître les gens. Les réseaux, c'est fondamental à tous les niveaux. Évidemment, c'est ton professeur de travail de diplôme ou de thèse qui peut te donner des conseils, des tuyaux, mais c'est ton réseau personnel. Donc, aller aux conférences, et c'est vrai que les étudiants ne font pas beaucoup de ça. Sortir des quatre murs de l'université, développer ton réseau. Et après, le quatrième élément, qui est aussi très important, c'est un peu de chance. Mm-hmm. La chance, on dit que la fortune, c'est aveugle. Mais comme tous les aveugles, ils ont un ouïe qui est très, très bien développé. Et donc, moi, je suis sûr que la fortune peut, en fait, venir te chercher. Et donc, c'est créer les opportunités que la fortune puisse venir, et la chance. Et c'est vrai que moi, j'en ai eu beaucoup. Je suis très reconnaissante à Madame la fortune pour m'avoir donné toutes ces opportunités, mais je pense aussi d'avoir fait mon boulot pour obtenir ces faveurs. Voilà. Est-ce que tu conseillerais à ton enfant de faire de la géologie? C'est une belle question. Et écoute, moi, je suis très ouvert. Mon épouse, comme je disais tout à l'heure, elle est géologue, elle est contente, elle travaille sur l'hydrogène, par exemple, l'hydrogène blanc, hydrogène naturel. Elle travaille sur des projets très, très fascinants. Après, voilà, c'est vrai que c'est une carrière qui t'amène à voyager beaucoup, connaître beaucoup de personnes, mais je dirais que certainement oui, mais il y a tellement d'autres opportunités dans le monde que pour être heureux et avoir une belle carrière que je ne mettrai pas de limites à ce que va faire ma fille. Andrea, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. J'ai 2 questions signature We Rock à te proposer. La première, c'est de savoir quel est le plus gros mensonge que tu aies entendu sur la géologie? C'est une belle question. Le plus grand mensonge, il y a des mensonges qui sont drôles, comme par exemple que le pétrole se trouve dans des cavernes où vivaient les dinosaures. Ça, c'est un mensonge qui m'a fait rigoler beaucoup. Et après, voilà, j'avais des autres mensonges qui sont des soucis des gens. Alors ça, c'était un peu plus complexe comme sujet, mais bon, là, c'est mon épouse qui était impliquée dans les tunnelings de la Turin-Lyon. Donc, c'est les chemins de fer qui va à haute vitesse de l'Italie à la France.
Et là, il y a eu des enjeux énormes sociétaires. Très souvent, c'est ça. C'est qu'il y a des opposants qui sont vraiment des connaissances, ils trouvent des excuses pour bloquer des projets qui peuvent être tout à fait critiqués. Mais par exemple, une des grandes mensonges on a écouté, qui était un peu énervante, c'était la quantité d'asbeste qui aurait dû être présente dans des roches. Quand en fait, il y a beaucoup d'analyses, d'expertises qui ont été faites qui n'étaient pas correctes. Donc finalement, voilà, des fois, le travail du géologue est très souvent difficile, parce qu'on fait de la science, on fait des analyses, on fait des tests très pointus avec les outils aujourd'hui, les technologies, c'est très, très, très difficile de se tromper. Mais quand même, après, on trouve voilà, les facteurs émotionnels qui va te bloquer un projet ou bloquer quelque chose qui pourrait être différemment. Voilà. Et la deuxième question WeRock, c'est quelle roche te ressemble le plus? Excellent. Ah ben, je pense un conglomérat. Un conglomérat? Pourquoi Bien, un conglomérat? probablement. Parce que les conglomérats est fait par différents types de roches, des éléments, Hétérogène. différentes couleurs, différentes textures, différentes duretés. Donc voilà, si tu veux être un peu plus spécifique, c'est un diamicton. Un diamicton, c'est une roche, c'est un mot qui vient de un nom d'origine nord-européenne, qui décrit une roche hétérogène avec justement des cailloux un peu dispersés, très hétérogènes, qui n'ont pas du tout de texture, qui n'ont pas d'ordre. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'ordre. Mais il y a une matrice argileuse. Très solide, mais en même temps, si tu lui mets un peu d'eau, elle est très mou. Donc voilà, c'est une... Et tu penses que ça décrit bien ta carrière qui est assez hétérogène? Très hétérogène, très différentes origines, peut recueillir des roches qui viennent d'un côté à l'autre, donc des expériences différentes. Ça peut être un peu ça aussi, oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Andrea. De rien, c'était un grand plaisir.